Donc, merci. Donc aujourd'hui, on continue donc ce programme de formation, de préparation au PTE exam avec ce chapitre qui s'appelle TE Safety. Donc c'est les risques qui concernent, enfin la sécurité concernant l'utilisation de l'échographie transœsophagienne. Donc comme d'habitude, donc c'est en partie inspiré du syllabus et en partie inspiré des recommandations du JACE, donc c'est le Journal of American Society of Echocardiography, dont vous devez vous servir là pour les prochaines présentations. Et puis toujours, je vous conseille d'aller sur ce site pour vous entraîner sur les coupes. Donc les complications liées à l'échographie transœsophagienne, il y a principalement déjà, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que l'échographie transœsophagienne, ça apporte un avantage puisque ça donne des images de haute résolution, notamment pour analyser la valve mitrale, l'auricule gauche, mais ça donne donc de bonnes images, notamment sur les valves, par rapport à l'échographie transthoracique. Mais par contre, par rapport à l'échographie transthoracique, on passe d'un examen qui est non invasif à un examen qui est invasif et donc qui comporte des risques. Les risques, il y en a deux types. Il y a tous ceux qui sont liés à la sédation chez les patients en fait qui sont pas anesthésiés. Donc c'est des patients typiquement de cardiologie qui vont bénéficier au réveil d'une ETO, et donc là il y a des risques qui sont plus liés au fait de faire une sédation chez quelqu'un qui n'est pas intubé. Et puis pour les patients qui sont anesthésiés, chez lesquels on utilise en termes de monitorage, il y a tous les risques qui sont liés à l'insertion de la sonde. Ces risques ils existent aussi pour le patient de cardiologie typiquement qui est pas une anesthésie générale pour une chirurgie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce risque il est globalement plutôt faible. Donc, comment on insère une sonde de TO? Donc, c'est mouth inspection. C'est déjà on va voir s'il n'y a pas loose teeth, c'est une dent qui bouge, ou pre-existing injury, c'est le fait qu'il y ait déjà une lésion dans la bouche. Et ce qui est recommandé, c'est de laisser le patient avec le cou dans une position neutre. Et ce qu'il va falloir faire, et c'est le secret pour arriver à insérer la sonde, c'est une manœuvre qui permet de pousser antérieurement la mandibule. Ce qui permet de lever la glotte du pharynx postérieur et de créer un espace qui va permettre l'insertion de la sonde. Quand on insère la sonde, donc il y a deux méthodes pour le faire. C'est soit vous attrapez avec la mandibule avec votre pouce comme ça et vous soulevez, soit vous utilisez un laryngoscope. Il n'y a pas une technique qui est meilleure que l'autre. Mais c'est plus simple de le faire avec le grasping. Il faut jamais utiliser une force excessive puisque c'est là où on va faire des complications, des perforations. Et surtout, il faut faire attention avant d'insérer votre sonde qu'elle soit pas loquée, donc qu'elle soit pas bloquée en position en flexion. Il y a sur la commande, il y a un petit curseur qui peut être positionné soit en position bloquée, soit en position neutre, et ça va permettre de bloquer la flexion. Donc il faut vérifier que ce curseur il n'est pas en position blocage de flexion, parce que c'est pourvoyeur de plus de complications. Et puis il faut vérifier les lèvres et la langue avant l'insertion, puisque pour avoir une idée des lésions qu'il y aurait et savoir quelles sont les lésions qui sont liées à la sonde et quelles sont les lésions qui étaient préexistantes. Et puis une fois qu'elle est insérée, il faut recontrôler ça, parce que parfois c'est souvent un des problèmes les plus fréquents. On peut créer des lésions des lèvres ou des lésions de la langue, donc il faut vérifier que la sonde elle coince pas typiquement la lèvre, notamment avec la sonde d'intubation. En cas de saignement, il faut faire un examen du pharynx et de la bouche, mais la plupart des saignements, ils vont pas avoir de conséquences cliniques ou d'intervention thérapeutique. Donc là, vous avez typiquement les problèmes que vous pouvez avoir lors de l'insertion de la sonde. Donc là, c'est une sonde qui va se coincer dans le sinus piriforme. Donc c'est typiquement ça qui va gêner l'insertion de la sonde. Et là, il faut pas forcer, il faut plutôt la retirer, faire une meilleure traction mandibulaire et la réinsérer plus dans l'axe. L'intubation de la sonde dans la trachée, c'est une complication classique aussi chez le patient qui n'est pas intubé, qui pose plus de problèmes en cardiologie, mais qui peut avoir des conséquences à la fois sur les cordes vocales ou sur déclencher une détresse respiratoire, un laryngospasme. Et puis le risque aussi, c'est le bulging, c'est la sonde qui va carrément s'insérer dans l'œsophage, mais en ayant fait un pli. Alors ça crée beaucoup de contraintes sur l'œsophage, donc il faut faire attention. Donc les complications, donc il y a notamment les perforations et les saignements. Donc
c'est les principales complications, donc c'est la perforation pharyngée, la perforation œsophagienne ou le saignement gastro-intestinal. En gros, ce qu'il faut retenir, donc c'est si vous avez un patient qui saigne, qui déglobulise, qui a une douleur thoracique après une ETO, il va falloir faire une endoscopie digestive. Donc si vous avez un saignement significatif, c'est une indication formelle à faire une endoscopie digestive qui va permettre à la fois de faire le diagnostic et de éventuellement traiter la lésion par électrocoagulation. L'autre risque, donc, c'est la perforation de l'œsophage. Donc si vous êtes en ETO sur une chirurgie cardiaque, parfois c'est découvert en péropératoire, c'est-à-dire il y a le bout de la sonde qui se balade dans le champ opératoire, donc le chirurgien va dire là il y a un problème. À propos. Et puis sinon parfois c'est beaucoup plus torpide et ça va se révéler par un sepsis ou des douleurs thoraciques en post-opératoire. Ce qui n'est pas évident à diagnostiquer, on conviendra. L'autre complication aussi, c'est la perforation pharyngée. Donc ça, c'est pareil. Parfois, on le voit directement à l'inspection. Et globalement, ça nécessite un avis ORL en urgence. Donc les complications respiratoires, donc c'est lié au fait que ça va déplacer en fait le tube endotrachéal. Chez les patients intubés, c'est 0,03% des cas. Et puis chez les patients qui sont non intubés, c'est les détresses respiratoires, typiquement une hypoxémie, une intubation non prévue, et puis un bronchospasme ou un laryngospasme. Et puis on peut avoir des lésions laryngées avec des dysfonctions des cordes vocales après une ETO. Il y a une complication oui, en fait, cette complication de lésion laryngée, elle a typiquement été décrite chez les patients en fait qui avaient une neurochirurgie qui nécessitait une flexion continue de la tête et qui favorise des lésions laryngées. Donc il y a d'autres risques. Donc il y a les brûlures, puisque le bout de la sonde il chauffe. Donc c'est assez théorique parce qu'il y a peu de cas ou pas de cas rapportés dans la littérature. Nous dans le service on avait une fois on s'était posé la question, on avait de multiples ulcères après une ETO qui avait été extrêmement prolongée dans un contexte de TO 3D pour une insertion d'un mitraclip exactement. Et on s'était posé la question mais on n'a pas de réponse formelle, mais ça ressemblait vraiment à des brûlures. Et puis donc sinon il y a une des conséquences qui est souvent avancée, qui est le fait que en fait vous allez vous concentrer sur le TO et du coup vous n'allez pas être concentré sur des éléments qui sont beaucoup plus fondamentaux de la prise en charge du patient de chirurgie cardiaque, comme une hypotension artérielle, une désaturation profonde, et donc vous allez être distrait et ça va entraîner des conséquences néfastes qui ne sont pas liées directement à l'ETO mais à son utilisation. Et puis quelque chose qui est lié aussi à l'utilisation de l'ETO, qui n'est pas une lésion directe de la sonde, mais c'est le fait que vous allez voir des images, les interpréter et décider une action thérapeutique. Et ça, si vous vous trompez sur votre image, son interprétation et la thérapeutique que vous faites, vous pouvez entraîner des conséquences délétères. Donc ça nécessite quand même d'avoir une formation pour ne pas dire n'importe quoi à propos des images que vous voyez et prendre les bonnes décisions. Voilà, donc là c'est juste une image qui résume les différents endroits où on peut avoir des problèmes. Donc la perforation du pharynx, les lésions laryngées, perforation de l'œsophage, création d'ulcères qui vont saigner au décours ou d'ulcères dans l'œsophage. Donc là c'est la liste des complications que vous pouvez avoir. Donc là ils ont différencié les ETO diagnostiques des ETO intraopératoires. Nous, ce qui nous intéresse plus dans nos services, on va dire, c'est les ETO intraopératoires, mais on fait aussi de l'ETO diagnostic. Et donc vous voyez les taux de complications, ils sont assez faibles, et c'est pas les mêmes complications qu'on va avoir pour les ETO diagnostiques et les ETO intraopératoires. Avec typiquement, ce qui est rapporté, c'est notamment le fait d'avoir la voix enrouée, hoarseness, qui est très fréquent, c'est un des risques les plus fréquents pour l'ETO diagnostique, ou le fait d'avoir une lésion des lèvres. Ce qu'on retrouve peu ou ce qui n'est pas décrit dans les ETO intraopératoires. Donc, je vous laisse regarder. Et puis, après, ce qui est important de savoir aussi, c'est quelles sont les contre-indications de l'utilisation d'une ETO. Donc, il y a peu de contre-indications absolues. Et pour les contre-indications relatives, il va falloir faire la part entre les bénéfices et les risques, les bénéfices de cette ETO et les risques qu'il comporte. Donc, c'est une discussion au cas par cas.
Donc dans les contre-indications absolues, vous avez la perforation d'un viscère, une sténose œsophagienne, une tumeur œsophagienne, une perforation de l'œsophage ou une lacération de l'œsophage, un diverticulum œsophagien ou un saignement gastro-intestinal actif. Et donc c'est ce qu'on discutait aussi tout à l'heure autour. Il n'y a pas de contre-indication absolue pour, par exemple, l'œsophage post-radique, ou le fait d'avoir des varices œsophagiennes, ou le fait d'avoir une coagulopathie, ou même une œsophagite active. C'est pas des contre-indications absolues, c'est des contre-indications relatives qui seront discutées au cas par cas. Et maintenant, on va passer au quiz. Toujours avec notre ami. Donc la question numéro 1, c'est à propos de l'insertion de la sonde. Donc, laryngoscope increase the safety of the TE insertion. Alors je vous distribue Donc c'est des QCM, donc il y a plusieurs réponses possibles. Donc est-ce que a laryngoscope increase the safety of the TE insertion? A backward extension of the neck is required. The probe should be locked in the flex position. Jaw thrust help to the insertion of the probe, et there is no risk of oropharynx trauma during the probe insertion. C'est quoi, thrust? Thrust, tu sais pas ce que ça veut dire? C'est le fait de... C'est l'appui? Non, c'est le fait de la tirer. La joue? Non, la mâchoire. La mâchoire, ouais. C'est les dents de la mer, en fait. C'est bon, vous me dites si c'est bon. Vous avez trouvé la réponse? Allez, on passe aux réponses. Tac, mince, ça marche plus. Ok. Donc, effectivement, le laryngoscope, ça augmente pas la safety de la TE insertion. Il faut pas le mettre en position backward, il faut le mettre en position neutre. Et bien sûr, il faut pas que la sonde soit bloquée dans une position en flexion. Et il faut effectivement faire une traction de la mâchoire en avant pour aider l'insertion de la sonde. Et bien sûr, il y a un risque de traumatisme de l'oropharynx. C'est position neutre, et c'est surtout il faut tirer la mâchoire en avant, donc soit avec un laryngoscope, soit en tirant sur la... La laryngoscope, c'est pour ça, Mais par rapport ça à la améliore la... proposition. Mais pas plus Non, que mais la d'accord. proposition. Mais pas plus que la proposition, mais ça améliore à l'égalité que la proposition. Ça, c'est pas le difficile. Ah oui, ouais. Parce que du coup, ça améliore la safety, c'est plus. Quand même, c'est vrai. Ouais, parce qu'on voit trop. C'est une remarque extrêmement... Oui, en fait, effectivement, c'était dans la pensée de celui qui a créé ce QCM, c'était par rapport au fait de le faire avec la main. Non, mais globalement, enfin, Oh là là. les matières, pour résumer, tu nous conseilles de le mettre avec un laryngo. Non, justement, l'idée... Non, moi, globalement, je le mets... Vaut mieux que tu le fasses dans un noir plutôt que de mettre un laryngoscope. Non, mais quand t'es pas concentré, Comment? t'es pas concentré, du coup, il faut juste construire la mâchoire. Ouais, l'idée c'est juste... oui, effectivement, moi, la plupart du temps, j'utilise juste la protrusion de la mâchoire par la manœuvre avec le pouce. Alors, là, maintenant, c'est une question sur les indications de TO. Donc, ce qu'on appelle les classes 1. Donc là, c'est la littérature américaine, ça concerne vraiment le PT exam. En fait, les indications par l'ESC, ils sont plus larges, la Société européenne de cardiologie. Mais en tout cas, les indications américaines, donc la question c'est est-ce que il y a une indication formelle de TO pour un patient qui présente un choc avec une non-réponse au traitement et un doute sur la fonction ventriculaire ou ses déterminants. La B, c'est une réparation de la valve, une réparation valvulaire, une cardiomyopathie hypertrophique, enfin une chirurgie de cardiomyopathie hypertrophique, donc de réduction de l'hypertrophie septale, ou une dissection aortique. Est-ce que c'est une indication formelle? Les remplacements valvulaires complexes avec notamment un pontage aortocoronarien ou une réimplantation coronaire. Les lésions congénitales qui nécessitent une chirurgie sous CEC. Les chirurgies à haut risque.
chirurgie à haut risque, toute chirurgie à haut risque, Cardiaque, non cardiaque. cardiaque ou non cardiaque, et le placement d'un device intracardiaque, donc typiquement une fermeture de FOP par voie endovasculaire ou la fermeture d'un... Non, j'ai dit quoi? Fermeture de FOP et fermeture de l'auricule gauche. Ou une procédure de fenêtre péricardique. Oui, il y a plusieurs réponses possibles. Ah oui, mais là, oui. Donc, on va passer à la réponse. Donc là, ouais, c'était high risk surgeries. Donc c'est les chirurgies à haut risque sont pas forcément une indication. Et toutes les autres, c'était des indications de classe 1. C'est mal, j'ai fini ton truc parce que là j'ai la... Ok. Donc, quels sont les risques associés avec le TO? Donc, il y a un risque de laryngospasme ou de bronchospasme qui est de plus de 0,05% pendant le TO intraopératoire. La hoarseness, c'est la voix enrouée ou le fait d'avoir une lésion des lèvres sont assez fréquents durant les ETO intraopératoires. Le saignement massif ou les perforations œsophagiennes sont plus fréquentes pendant les chirurgies intraopératoires. Les varices œsophagiennes ou les œsophagites actives sont des contre-indications absolues à la réalisation d'une TO. La tumeur œsophagienne est une contre-indication absolue à l'utilisation d'une TO. Vous avez tous répondu. Et donc, effectivement, les bonnes réponses étaient le fait d'avoir des saignements, on en a plus pour les ETO intraopératoires par rapport aux ETO diagnostiques. Et effectivement, ce qu'on avait déjà dit, c'est que les varices œsophagiennes ou une œsophagite active, c'est pas forcément une contre-indication absolue. Par contre, une tumeur œsophagienne, c'est une contre-indication absolue à l'insertion d'une ETO. Quelles sont les contre-indications pour le TO? La sténose œsophagienne, la fistule trachéo-œsophagienne, typiquement une chirurgie œsophagienne comme une œsophagectomie ou une œsophagostrectomie, un trauma œsophagien ou toutes les réponses ci-dessus. Comment? Une sténose œsophagienne. Ouais, c'est ce qu'ils avaient appelé œsophage laceration. C'est la lacération de l'œsophage traumatique. Et voilà, c'était la bonne réponse. Enfin, toutes les réponses étaient bonnes. Et voilà, c'est fini.